Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir Anne Vienne à mes côtés. L'idée c'était d'avoir aujourd'hui un temps un peu plus spécifique, donc en accueillant et une conférence et une table ronde dans le cadre de ce festival, le Printemps du hip-hop, et d'avoir donc un temps, deux temps de réflexion sur cette journée aujourd'hui. Donc Anne, tu es donc chorégraphe, auteur, et aussi metteuse en scène. Tu as créé ta compagnie en 2005, la compagnie Par Terre. Et puis depuis ce premier solo Racine Carrée, désormais tu as une vingtaine de pièces à ton actif. L'idée, donc tu as écrit une conférence, mais l'idée aujourd'hui c'est plus d'être dans un échange à partir de cette conférence que tu as intitulée La danse au service du marché. Donc l'idée c'est plutôt de faire un état des lieux et de parler un peu de l'évolution des danses sociales urbaines, comme tu les appelles. Donc voilà pour l'introduction et je te laisse commencer du coup cette rencontre. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous d'être là aussi. Donc en fait moi je voudrais profiter de l'arrivée du break aux Jeux Olympiques et de sa médiatisation pour faire un petit diagnostic sur le break, du coup, la danse hip-hop, les danses hip-hop. En fait, moi, les danses hip-hop, je les appelle les danses sociales urbaines d'origine afro-américaine. Et donc, je vais vous faire d'abord un petit lexique pour que vous compreniez bien un peu comment je précise les choses, qu'est-ce que j'entends par urbain, social, etc. Donc, la danse, c'est vraiment quelque chose qui... Bon, l'idée, c'est de définir les choses et après de montrer comment ça a évolué et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces pratiques-là. Donc, la danse, c'est vraiment quelque chose qui ancestralement fait partie de la vie sociale, de communautés traditionnelles, qui a toujours été présente dans les sociétés, jusqu'à ce qu'elle s'industrialise énormément, qu'elle se centralise et que parfois les pratiques culturelles soient perdues ou justement soient remplacées par d'autres habitudes, parfois justement des habitudes liées aux économies de marché. Donc pour moi, quand je parle de danse sociale, en fait, pour moi, toute danse à la base est une danse sociale, ancestralement. Mais on peut distinguer les danses sociales traditionnelles et les danses sociales urbaines. Donc les danses sociales traditionnelles, c'est vraiment l'image qu'on a de, par exemple, une ethnie dans un village reculé, avec des personnes qui vont pas forcément changer, qui vont vivre toute leur vie peut-être dans ce village, et la danse et la musique de ce lieu, de cette population, va leur servir à avoir une sorte d'histoire, d'identité à la fois entre les générations et par rapport à là où ils sont, pour vraiment dire voilà, nous on est là. Et puis s'il y a quelqu'un qui vient d'un autre village par exemple, quand il va danser avec eux lors d'une cérémonie par exemple, on va tout de suite voir que la personne n'est pas du village. Et donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'appartenance et de se créer une identité collective, surtout dans le cadre de la danse, des danses sociales traditionnelles. Social est presque redondant par rapport à une danse traditionnelle. Et donc, pour moi, il y a aussi une danse sociale urbaine. Et bien sûr, il y a des danses qui ne sont pas sociales, c'est des danses académiques qui n'existent que qui existent parce qu'il y a des institutions ou en tout cas des structures qui les font vivre ou survivre, mais en tout cas qui ne continueraient pas à exister si les institutions disparaissaient ou les structures disparaissaient. Donc les danses sociales urbaines, donc pour moi il y a toujours cette idée de socialité, c'est-à-dire que c'est à la base des choses qui émergent d'une nécessité de danser, qui donc cette fois-ci ne sont pas dans des contextes traditionnels où on a des personnes qui sont dans un territoire depuis longtemps, avec des ancêtres qui sont dans le territoire, qui étaient dans le territoire, etc. Mais on est plutôt dans des contextes urbains, c'est-à-dire donc assez modernes. Alors, ça peut être l'exode rural, par exemple. En Afrique, actuellement, il y a les danses sociales urbaines africaines, que j'oppose aux danses sociales urbaines afro-américaines, donc on pourrait dire hip-hop et danses sociales urbaines africaines et danses afro, et qui sont le fruit de l'exode rural, justement, si on veut revenir à ces danses traditionnelles. Finalement, il y a plein d'ethnies qui se retrouvent dans des grandes villes et qui doivent partager quand même des espaces communs, et donc qui créent une espèce de créolisation de ces bribes de tradition pour recréer un langage commun, une grammaire cohérente pour pouvoir vivre leur socialité, se définir dans l'espace qu'est le quartier, la ville, donc différentes évolutions, etc. Donc, dans le cas des danses sociales urbaines afro-américaines, c'est un peu la même chose, sauf que là, on est avec des déplacements de population liés à l'esclavage, liés à différentes diasporas, différentes immigrations.
Donc là, moi je parlais spécifiquement de ça, puisque c'est tout ça qu'on appelle hip-hop, et c'est un peu ça aussi qui après est revenu vers nous en France avec l'hégémonie culturelle américaine. Donc dans le cadre des États-Unis, on a eu toutes ces personnes qui ont été dépossédées de leur tradition, qui ont été mises ensemble parfois, qui donc avaient des origines, des langues différentes et qui ont dû reconstruire quand même cette chose hyper importante, surtout pour des populations qui n'ont pas grand-chose et dont le lien social est la valeur. C'est-à-dire que collaborer, etc., c'est en fait créer déjà du capital, entre guillemets, quand on n'en a pas. Et donc, les danses sociales urbaines, ce sont le fruit de ces créolisations qui donc se sont faites petit à petit sur le territoire états-unien. En particulier, donc au départ, pour moi c'est la continuité des traditions afro-américaines, donc les work songs. Donc la musique, la danse en général c'est la même chose, on pourrait en reparler éventuellement, mais traditionnellement souvent une musique et une danse, c'est un rythme, on va dire. Un rythme, c'est une danse aussi, et métaphoriquement, ça représente vraiment quelque chose de particulier. Il n'y a pas forcément cette idée d'hybrider ou de mettre une danse sur une autre musique que celle sur laquelle elle existe ancestralement. Mais en tout cas, donc, dans l'histoire des Afro-Américains, on va dire qu'il y a eu donc les work songs, les musiques, les danses, etc., qui accompagnaient le travail au chant. Et puis après, il y a eu voilà tous les negro spirituals, le gospel, toutes les traditions, différentes traditions musicales et dansées, avec donc des pas de danse sociale qui ont pu changer selon les territoires, selon la manière dont les personnes se sont mélangées à d'autres populations ou ont subi des innovations technologiques du fait d'être dans telle ou telle grande ville, avec telle ou telle influence, aussi de culture populaire, de choses comme ça. Et donc, on va dire que tout ça, si on va très très vite, on arrive jusqu'à la soul et au soul dance, qui sont vraiment les danses sociales afro-américaines qui se dansaient dans les années 60-70, qui préexistaient, donc les danses qu'on appelle aujourd'hui des danses hip-hop, avec hip-hop dans le sens où elles ont émergé avec la musique hip-hop, puisque une danse, une musique en général, ou les musiques hip-hop, ou les danses hip-hop, dont fait partie le breaking, donc en fait sont vraiment dépositaires de cet héritage afro-américain, et donc traditionnel aussi, lié à des racines africaines. Et bon, c'est pas pour dire que c'est afro-centré absolument, etc. Mais en tout cas, là, on voit très bien la trajectoire entre des parties du monde qui sont plus dans une pratique sociale ancestrale, traditionnelle, donc l'Afrique noire, etc., toutes les populations qui ont été déplacées par l'esclavage. Mais ça aurait pu être aussi, là, dans le cas des États-Unis, on voit bien comment les choses se sont passées. Mais aujourd'hui, en France, on a aussi le même phénomène des diasporas d'endroits qui sont qui ont été industrialisés plus tard, donc qui ont eu moins de coupure avec les cultures ancestrales, les pratiques sociales de la danse, etc., qui réinsufflent en fait le besoin de danser et qui donnent de l'émulation à d'autres populations qui, elles, depuis plus longtemps, ont oublié de danser. Donc, voilà, on a des populations traditionnelles, par exemple au Tibet, ou des Hmong, etc., qui eux-mêmes, dans leur communauté, aussi pratiquent les danses de manière sociale, de la même manière qu'on pourrait parler des Afro-Américains à l'époque. Donc voilà. Et bien sûr, tout cet héritage afro-américain dans le cas des danses hip-hop, il est vraiment fondamental, mais évidemment, c'est aussi selon les territoires et l'histoire, etc., il y a eu énormément d'influences d'autres choses, notamment d'influences latines, d'influence afro-américaine, d'Amérique du Sud aussi, pas seulement du Nord, et d'influence de populations natives, d'influence aussi de la culture populaire, à travers notamment, par exemple, les films de Kung Fu, qui passaient, donc les moines Shaolin, qui passaient au cinéma à l'époque dans le Bronx, quand le hip-hop est né, etc. Quand on pense au Wu-Tang, c'est vraiment le personnage rap, hip-hop, typique des années 80, et c'est vraiment, voilà, il s'identifie un peu à ces guerriers Shaolin modernes. On peut aussi penser à tout l'univers des cartoons, Tex Avery, et l'univers aussi des automates, de la robotisation pour le popping. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont vraiment le fruit de la modernité. Et donc, on part de créolisation, de tradition, de bribes de tradition par des populations dépossédées de leur lien à leur culture particulière, mais qui sont obligées de recréer une culture commune, à donc créolisation, c'est-à-dire on recrée une grammaire à partir d'éléments de vocabulaire divergents, divers,
et a aussi des hybridations avec tout ce qui peut venir de l'extérieur, de l'environnement urbain et donc la culture populaire qu'on peut avoir à travers la télé, le cinéma, tout ça, quoi. Et donc aujourd'hui, ça encore, ça évolue bien sûr tout ça. Voilà pour la terminologie. C'était juste une petite parenthèse avant de commencer. Donc aujourd'hui, alors la danse. Maintenant, je vais continuer un peu à dérouler un peu l'histoire, ça sera plus simple et vous allez voir où je veux en venir après. Mais en fait, dans les années 80, à travers l'hégémonie culturelle américaine, et notamment les films à grande distribution, par exemple Flashdance en 1984, les banlieues françaises se sont réappropriées le hip-hop. C'est beaucoup les jeunes des banlieues, pas que, mais beaucoup les jeunes des banlieues. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une forte identification à ces populations de diaspora qui avaient recréé leur truc à eux et qui ne s'identifiaient pas forcément à la culture dominante et donc étaient un peu en marge. Il y avait vraiment quelque chose d'esprit contestataire et aussi de voir enfin une espèce de fierté de pouvoir mettre son héritage, ses racines dans une forme moderne qui soit appropriée par d'autres, etc. Et juste, on a accueilli aussi Fred Bendonguet mardi soir, qui lui vient du quartier des Baguettes à Vénissieux, et disait aussi que le contexte social, que ce soit le chômage, etc., était... la similitude, elle était aussi dans la naissance d'une contre-culture, avec une situation sociale et politique qui était assez similaire, avec cette envie de revanche et cette envie contestataire qui était de faire de l'art, mais qui était aussi vraiment une nécessité quasi politique, quoi. Oui, le contexte social, il est vraiment indissociable de l'émergence du hip-hop et de l'émergence du hip-hop en France à travers cette identification, parce que effectivement, si on est déjà dans une culture académique et qu'on a déjà sa place, on s'identifie fortement à la culture, on va dire, académique existante, la culture principale, on n'a pas besoin forcément d'aller voir qu'est-ce qui se passe en marge et on s'identifie pas forcément à ce qui se passe en marge. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que maintenant, les institutions, les personnes les mieux aisées s'identifient au hip-hop. Mais parce que justement, c'est déjà gentrifié. Je reviendrai à ça plus tard. Donc on s'identifie une fois que c'est déjà gentrifié, mais on s'identifie pas dans des moments justement où ça représente quelque chose de politique, de social, parce que déjà on ne voit pas forcément ce qui se passe, et ce n'est pas utile pour le statut social en fait de s'identifier à ces choses-là. Donc voilà. En tout cas, effectivement, le hip-hop dans les années 80, ça vient aussi de plusieurs choses. On peut voir déjà dans la soul le mouvement des droits civiques et donc cette conscience politique à travers la musique, ces musiciens activistes qui utilisent la musique comme média pour éveiller les consciences, libérer les esprits et de donner une force politique à certaines communautés, souvent avec aussi des mouvements contestataires, notamment contre, à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam, où les Afro-Américains étaient envoyés en masse, tout comme on envoie souvent les personnes des diasporas en première ligne lors des guerres. Et donc, il y a toute cette conscience de savoir que l'État n'est pas forcément bienveillant, donc de voir monter aussi une conscience de ça pour lutter contre. Il y a aussi, à l'époque, aussi tout un contexte de gangs. Alors à l'époque, années 70, etc., on n'était pas encore dans les gangs actuels, les Bloods et Crips, c'est les deux gros gangs, les rouges et les bleus, qui s'affrontent, etc., avec énormément de drogue, énormément d'armes. C'est des plus petits gangs, mais qui se faisaient quand même la guerre, et notamment à New York, c'était violent. Et donc, on connaît la Zulu Nation, Afrika Bambaataa, grand pédophile, qui a créé donc la Zulu Nation pour apaiser les guerres des gangs à l'époque, parce qu'il avait perdu son frère dans une guerre de gangs. Lui, il était leader des Black Spades, et il avait fait un voyage chez les Zoulous en Afrique du Sud, où en fait ce royaume était en train de s'unifier, non pas par la conquête, par les armes, mais par une unification par la culture. Donc c'était un peu c'était un peu un système de boy scouts. Aux États-Unis, il y a beaucoup ça. Donc c'était des jeunes qui étaient
divisés par âge, par tranche d'âge, et ils devaient rendre des services publics où ils faisaient des espèces de collaboration, d'échanges, etc. Donc ça crée une cohésion à travers la culture. Et donc c'était une espèce de fédération pacifique. Et il a voulu prendre, donc Afrika Bambaataa a voulu prendre exemple sur ça pour fédérer les gangs. Et donc l'idée c'était vraiment d'utiliser toutes les formes d'expression, dont les danses sociales urbaines, dont fait partie le break. Donc à l'époque c'était beaucoup le break, mais il y avait aussi des danses qui existaient avant la musique hip-hop, les danses funk, comme le popping, le locking, qui étaient pratiquées par les mêmes communautés. Donc c'est, on va dire, les danses hip-hop de l'époque, on peut dire les danses hip-hop old school, puisqu'il y en a eu d'autres après, etc. Tout ce qui est musique, rap, DJing, beatboxing, et tout ce qui est aussi art visuel, donc le graffiti, et puis après il y a plein d'autres choses qui vont avec la culture hip-hop, la manière de s'habiller, la manière de parler, l'esprit de débrouillardise de la rue, l'esprit d'entrepreneuriat, tout ça au service de fédérer la communauté, la rendre plus indépendante des institutions justement, et permettre aux jeunes de régler leurs conflits de hiérarchie, de régler leurs conflits de territoire, de quartier, etc., à travers l'art et non pas à travers la violence. Et donc, ça a bien marché. Et en France, on a aussi reproduit ce système-là, même si la violence a toujours été là en partie au départ, les quartiers qui sont pas contents, qui veulent montrer à l'autre qu'ils sont meilleurs, etc., et ça finit parfois en baston. Parfois, c'est un peu faux. Aujourd'hui, c'est complètement faux. C'est presque du... je sais plus comment on appelle ça, enfin voilà quoi, on garde les marqueurs de vouloir s'embrouiller et tout ça, mais en fait c'est pas des embrouilles qui vont aller loin. Donc il y a tout ce contexte social, politique qui était très très présent aux États-Unis évidemment, que la France, à laquelle les Français se sont identifiés, mais qui était quand même différent en France. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de gangs, même s'il y a des problèmes entre les quartiers, qu'il y a des problèmes de jeunes qui traînent, qui ont rien à faire, et que la danse a beaucoup aidé certaines personnes à ne pas tomber dans justement la délinquance ou la grosse délinquance. C'est quand même pas le même contexte. En plus, en France, on est dans une structuration qui est beaucoup moins communautaire. Si tu vas aux États-Unis, par exemple à Los Angeles, moi, je suis allée chez un pote latino, j'étais avec des latinos pendant une semaine. Je suis allée chez un pote chinois, j'étais avec des chinois pendant une semaine. Tu vas à New York, t'as un quartier haïtien, un quartier jamaïcain. C'est vraiment, c'est multiculturel. C'est plus le multiculturalisme. Nous, on est plus dans un certain cosmopolitisme avec des quartiers qui sont beaucoup plus mixtes. Et donc, en tout cas, le hip-hop a pris dans les banlieues. Il y a eu cette identification et voilà. Après, il y a eu tout aussi l'arrivée des politiques, pas forcément des institutions, mais des politiques pour valoriser aussi parfois cette culture hip-hop dans un objectif de politique. Alors qui peut être, par exemple, pour à l'époque, surtout de la gauche, de dire, souvent le ministère de la Culture français qui est très centralisé, qui est vu comme oppressant, qui veut absolument l'intégration, élitiste avec toutes les polémiques sur l'art contemporain, etc., l'art élitiste, c'était de dire regardez, on fait rentrer la culture populaire dans la culture acceptée en France. Donc il y avait vraiment un acte de reconnaissance. Aujourd'hui, ce même discours de reconnaissance est prôné par les personnes qui vont parler des Jeux en disant c'est formidable cette reconnaissance pour les Jeux Olympiques, etc. Sauf qu'aujourd'hui ça ne plus du tout la même chose, et je vais y venir. Et donc en France, il y a eu le hip-hop a pu aussi survivre et se développer à travers des structures, donc des institutions culturelles, des institutions socio-éducatives, donc les MJC, les associations de quartier, etc. Et donc, parfois des volontés politiques au départ, c'était surtout ça. Et donc, maintenant je vais faire un grand saut en avant. Maintenant, on est où? Voilà. La question, c'est maintenant, on est où? Aujourd'hui, moi, j'estime que le hip-hop en France est gentrifié, c'est-à-dire qu'il est plus pratiqué dans les centres-villes que dans les banlieues, et qu'il est plus pratiqué par des classes sociales non défavorisées que par des classes sociales défavorisées ou, par exemple, en situation d'immigration récente avec une problématique d'intégration, etc.
Et donc ça, malheureusement, ça va pas trop avec le discours de dire, regardez, on met des jeunes, on aide la jeunesse, on aide les banlieues, on aide les problèmes des banlieues par rapport à l'intégration, à l'harmonisation, à la reconnaissance des cultures minoritaires, etc. Ce discours médiatique autour des Jeux Olympiques, de reconnaissance du hip-hop, etc. En fait, il tient pas parce que le hip-hop est gentrifié aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, le problème des banlieues, que le hip-hop avait un petit peu réglé dans les années 80, un petit peu, en donnant des choses à faire, etc., aujourd'hui, il est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que dans les banlieues, il y a encore moins d'endroits pour juste pratiquer, en fait. Les MJC, les associations, tout a été complètement... on les a fait disparaître les unes après les autres. C'est très difficile de travailler dans des quartiers prioritaires. Il n'y a pas de structure. Pour aller à un conservatoire, il faut prendre des bus ou des... Enfin, voilà, c'est difficile d'accéder à ce type d'endroit. Et puis même, pour avoir des lieux ouverts de pratique, en fait, les gens sont obligés de se déplacer dans le centre-ville de Paris. Par exemple, je parle de Paris surtout. Mais pour aller au centre-ville de Paris, il faut prendre le RER. Donc, c'est pas tout le monde non plus qui peut prendre le RER. Et puis là, en plus, on parle souvent de très jeunes quand on parle de problèmes d'intégration, etc., dans les banlieues. Donc, il y a ça, il y a ce truc. Et en fait, finalement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'institution et les gens cool s'identifient à certaines pratiques uniquement quand elles sont finalement un peu gentrifiées, parce qu'aujourd'hui, je dis ça, moi, c'est vrai, quand je vais dans des banlieues en France, on me dit ah, mais tu fais du break. Enfin, en fait, ils font pas du hip-hop, du break, ça les intéresse pas. Ils font de la danse afro, la plupart. Mais par contre, la danse afro, au niveau de l'institution, etc., c'est vraiment vu comme quelque chose qui est un loisir, qui est pas forcément quelque chose d'artistique, etc. Et en fait, c'est exactement le même phénomène qu'il y avait dans le hip-hop dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de vision de l'institution ou du grand public, de dire non mais voilà, c'est les trucs des banlieues, où ils s'amusent, tout ça, et que si on les regarde, il y a un peu une notion un peu de truc folklorique, quoi. C'est allez, on va faire les voyants, on va regarder ce que font les petits jeunes des banlieues, oh là là, c'est formidable, mais on s'identifie pas, on reste à distance, et là c'est un peu la même dynamique. Je suis pas en train de dire que la reconnaissance institutionnelle c'est quelque chose qui est forcément souhaitable, parce que justement, quand on est dans une pratique sociale, on n'a pas forcément besoin d'exister par l'institution pour exister quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, pour le hip-hop, il y a eu ce phénomène. Donc le problème, c'est qu'il y a eu pourquoi il n'y a plus de hip-hop dans les quartiers aujourd'hui. Donc il y a déjà ce problème d'infrastructure, et il y a eu un problème de continuité au niveau de la transmission. Contrairement aux danses traditionnelles, aux danses sociales traditionnelles, qui se transmettent par les personnes de la grand-mère à la maman, à l'enfant, etc. Il y a une continuité qui est tout à fait visible et logique. En fait, les danses urbaines, si elles sont sociales, soit elles se transforment, soit c'est des modes qui s'arrêtent, etc. Alors, revenons aux États-Unis. Pareil, moi, quand j'ai travaillé à New York en 2016 avec des jeunes de Brooklyn, donc surtout des jeunes afro-américains, jamaïcains, etc., ils m'ont dit ah mais tu fais du break, mais c'est pas fini le break. Pourquoi tu fais du break? C'est bizarre, t'es toute seule en fait. Eux ils faisaient du flexing, du light fit. Et quand je leur dis montrez-moi, ils m'ont dit je peux pas te montrer, t'as pas ma musique, vas-y, ma musique. Donc il y a vraiment ce truc dans les danses sociales urbaines en fait, quand elles ont vraiment une fonction sociale, donc qui correspond à une nécessité de s'identifier, d'avoir une identité à la fois individuelle et collective pour pouvoir dire attends, ça c'est mon truc, ça c'est notre groupe, ça c'est notre quartier, ça c'est ma génération, et vous êtes des vieux et vous avez rien compris, du coup obligatoirement ça donne naissance à des choses qui changent. Et c'est là que c'est différent des danses traditionnelles où le changement il est beaucoup plus lent, où il n'est pas forcément en tout cas volontaire, alors que là il y a vraiment une envie volontaire de se différencier, de se dissocier, de dire voilà, nous c'est ça. Et donc ceux qui font du flexing, ils ont leur musique de flexing, etc. Et en fait, sur le territoire américain, il y a plein de danses sociales urbaines qui ont continué à exister. Le crump, par exemple, se dit même pas hip-hop pour plein de raisons, je suis sûre, mais c'est en tout cas une danse sociale urbaine d'origine afro-américaine. Et je pense qu'il y a plein d'autres danses qu'on peut mettre dans cette catégorie sans trop se tromper. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont continué à remplir la même fonction.
et qui se différencient, qui s'identifient à des musiques parfois différentes ou à des origines historiques parfois différentes, etc. Nous, en France, du coup, il y a encore du break, du popping, du locking qui sont des danses des années 70 ou même 60. Et souvent, il y a un personnage et des musiques qui sont liées aussi à un univers musical de l'époque. Et ce qui est bien aussi, donc, finalement, on est presque dans des danses traditionnelles. Mais pourquoi on a réussi, entre guillemets, à faire ça, alors que les États-Unis, eux, ils n'ont pas vraiment, en fait, il y a même eu des Américains qui, enfin, à un moment, c'était un peu tombé en désuétude, le hip-hop là-bas, le break en tout cas, et grâce à l'élan que l'Europe avait insufflé à travers des battles, des institutions, des stages et tout, il y a eu aussi une réémergence des battles, etc. aux États-Unis. Nous, en fait, la pratique des danses hip-hop, elle s'est transmise à travers l'économie de loisirs et à travers l'économie de la professionnalisation. Donc, professionnalisation au service des battles, professionnalisation au service de la scène ou de l'entertainment, c'est-à-dire pub, influenceurs, danser pour des chanteurs connus, etc. Et donc, surtout, enfin, l'économie de loisirs, c'est quand même très important parce que c'est tout ce qui est école de danse, etc. Et là, c'est vraiment, finalement, on donne des cours à des gens qui veulent danser. Mais du coup, ces cours-là, ils sont payants. Donc, on ne s'adresse pas à des personnes précaires. Donc, on ne s'adresse pas non plus à des petits ados, etc. Donc, voilà, donc tout de suite, ça cible une certaine population de consommateurs de loisirs. Et finalement, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on dit oui, il y a beaucoup plus de filles dans le hip-hop, c'est génial, ça montre que le hip-hop est beaucoup moins macho qu'avant. Moi, je pense que ça montre pas du tout ça. Ça montre juste que le hip-hop est gentrifié et que dans les cours, on a surtout des petites jeunes filles issues de classes sociales assez aisées, dont les parents acceptent qu'elles aillent à des cours de danse et peuvent payer les cours de danse, ou pas que, mais en tout cas, c'est pas des personnes qui sont dans des situations où ils ont pas le droit de sortir, où personne peut les emmener à droite à gauche, etc. Et c'est souvent des filles aussi, parce que la danse, bon ça c'est un autre problème, mais la danse c'est vu comme un truc féminin, etc. Donc voilà, le hip-hop en France, c'est transmis à travers l'économie des loisirs et l'économie de la professionnalisation. Aujourd'hui, la plupart des danseurs, même s'ils étaient à la base issus de quartiers populaires, qu'ils ont fait leurs preuves dans des quartiers populaires, etc., et pas que, mais ils travaillent pas dans ces quartiers-là aujourd'hui. Ceux qui ont continué à travailler dans ces quartiers-là, c'est des personnes qui évoluent plutôt dans un milieu socio-éducatif, qui sont par exemple des animateurs de MJC, qui dansaient et qui ont continué à faire danser leurs jeunes, ou au moins à leur laisser la salle et mettre de la musique, etc. Mais en fait, de la continuité de transmission dans les banlieues françaises, dans les quartiers populaires, ça existe, mais c'est exceptionnel. Et donc, il y a eu un vide, et donc il y a eu un problème de transmission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui dansent le hip-hop ou le breaking, c'est pas des gens issus de quartiers populaires. Alors, juste, est-ce que, du coup, dans ce que tu retraces de un peu l'évolution des danses sociales urbaines aux États-Unis, qui est en constante évolution, du coup, en France, c'est comme si finalement cette fonction de création de danse sociale était inexistante puisque c'est des vocabulaires. Alors, ouais. Non ? Est-ce que tu peux, est-ce que c'est un peu la spécificité, c'est une spécificité française qui du coup ne peut pas, où les fonctions sont différentes et où du coup dans les créations et où elles nourrissent pas, enfin elles n'ont pas les mêmes fonctions et où du coup il n'y a pas de, parce que peut-être que elles auraient pu aussi évoluer différemment ou est-ce que ces espaces de rencontre du coup ou ces évolutions de danse ou de création de danse ils n'existent pas en France et c'est ce qui peut-être du coup ceux qui créent une gentrification. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais essayer de répondre. En particulier parce que on a perdu vraiment notre identité. On est des Américains, en fait. Enfin, on voudrait être des Américains. Et tous les marqueurs vestimentaires, de langage, etc., anglais, États-Unis friendly, c'est vu comme presque des marques de statut. Et il y a aussi
quelque chose de très français, de dénigrer tout ce qui est un peu lié à l'héritage régional, les héritages français, mais en même temps qui se comprend parce que la France, c'est pas que le territoire français, c'est aussi toute la diaspora postcoloniale. Voilà, c'était tout un gros sujet. Mais en tout cas, en France, la population aisée n'est pas dans des pratiques sociales, elle est plutôt dans des pratiques savantes depuis vraiment longtemps, et donc des pratiques apprises, et donc pas tellement sociales. Et même si dans le hip-hop, on peut dire que oui, il y a toujours des évolutions au niveau de la technique, de la gestuelle, il y a toujours il y a des choses évidemment, les choses ne vont pas figer. Quand je parlais de tradition, c'est pas tout à fait vrai parce que les gens cherchent quand même à se différencier, à créer leur propre style. Il y a des choses qui se différencient, qui vont essayer de s'hybrider avec des pratiques, par exemple, différentes aussi. Peut-être on en parlera dans la table ronde suivante. Mais par exemple avec des pratiques académiques existantes ou avec des perceptions de la culture non sociale, de la danse ou de l'art, etc. Bon, on pourrait parler de différents styles et tout, et bien sûr, les choses ne sont pas figées et inintéressantes. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que, en fait, là où il n'y a pas d'institution, là où il n'y a pas de structure, en fait, il y a quand même une socialité de la danse. Et ça, on le voit pas et on ne s'y intéresse pas forcément. C'est pour ça que je parle de danse afro. Donc, c'est réducteur comme le mot hip-hop. Danse afro, danse sociale urbaine d'origine africaine. Et comme en France, on a une grosse diaspora africaine qui est très, très vivante, et que dans les grandes métropoles africaines, il y a justement une grande société de la danse avec des cultures populaires, des clips, avec des pas de danse que tout le monde connaît, etc. Ben ça vient aussi dans les banlieues françaises. Et c'est exactement comme Flashdance en 1984, on s'identifie, même si les personnes ne sont pas d'origine africaine, dans le quartier, elles s'identifient parce qu'elles voient un truc qui est trop cool sur lequel tout le monde peut se rassembler, des clips de coupés décalés avec le step que tout le monde va faire et qui va justement créer cette émulation, cette empathie, cette cohésion sociale dans cet endroit maintenant. Et donc on peut le recréer avec le hip-hop en organisant des soirées avec des DJ qui font des musiques des années 70. Évidemment, on peut essayer de le recréer, mais c'est pas pareil de faire de la conservation. Désolée, ça, je grossis un peu le truc. Et d'avoir un truc qui est hyper spontané, qui se passe dans les salles, dans les cours de récréation, en fait. Pour aller faire du hip-hop dans les cours de récréation, faut y aller, faut taffer, c'est plus les années 80. Vaut mieux mettre la musique afro dans les cours de récré. Donc, en fait, le truc qui est intéressant à voir, c'est que finalement, peut-être que ça aussi, ça va gentrifier à un moment, etc., mais la fonction vitale, la nécessité de danser des personnes surtout qui sont éloignées de l'académisme, des institutions et qui sont quand même obligées d'être ensemble et qui ont envie d'avoir un lien social parce que ça donne de la valeur et ça donne de la cohésion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui renaît à chaque fois. Et donc, on a pu le voir donc, avec toutes les évolutions des danses afro-américaines et autres sociales aux États-Unis. On peut le voir aussi aujourd'hui en France, dans les quartiers qui s'identifient pas à des trucs qui sont déjà dans les conservatoires, qui sont déjà à la télé, etc. Enfin, à la télé française ou dans les grands médias français. Voilà. Mais alors, si le hip-hop s'est gentrifié, il symbolise quand même, en tout cas pour une institution, une forme de diversité. C'est quelque chose qui revient beaucoup et encore beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que toi, quel est ton regard là-dessus? Ouais. C'est vrai que aujourd'hui, il y a vraiment un débat à avoir, je pense, sur l'identité et les notions de multiculturalisme et de cosmopolitisme. C'est-à-dire, même dans le hip-hop, en fait, il y a cette idée les spécialistes et les généralistes, ou les gens qui s'approprient un peu tout, et comme les danseurs de hip-hop freestyle, par exemple, qui sont pas forcément des puristes dans leur discipline, et qui sont vraiment plus à la recherche des trucs, des derniers trucs qui sortent, des derniers moves de TikTok, etc. Et donc, c'est vrai que le contexte, en plus, le contexte américain est différent du contexte français, puisqu'on n'est pas dans un aspect communautaire qui permettrait à des pratiques d'évoluer presque en autarcie et de donner naissance à des courants hyper spécifiques qui sont
qui arrivent à rester entre eux pendant assez longtemps pour donner naissance à vraiment un truc qui a rien à voir, puisqu'il y a cette circulation de population, il y a aussi tous les médias, etc. Donc, en fait, et ça soulève aussi le débat de faut-il s'approprier la culture de l'autre? Est-ce qu'on a le droit de s'approprier la culture de l'autre? Et du coup, c'est pareil quand moi je dis oui, le hip-hop est dépositaire de l'héritage afro-américain et à travers ça des traditions ancestrales de la danse que les Africains ont pu ramener aux États-Unis, en Amérique. Est-ce que ça veut dire que c'est uniquement réservé aux personnes afrodescendantes? Bah justement, c'était un des conflits qu'il y a eu dans les débuts du hip-hop, où apparemment, bon, ça on l'apprend dans The Freshest Kids, un documentaire qui a été fait par des pionniers. Moi, je n'étais pas née, mais apparemment, parmi les premiers battles qui ont eu lieu, parmi vraiment les premiers danseurs, qui n'étaient pas forcément ceux qui ont été connus par la suite, c'était des défis, pareil, comme les défis de quartier qu'on a pu avoir en France avec des bastons et tout, défis entre Afro-Américains et Latino-Américains, avec les Afro-Américains qui disaient aux Latino-Américains non mais c'est notre danse, vous la faites pas en fait, et les Latino-Américains qui arrivaient dans leur quartier et qui disaient bah regardez on danse mieux que vous, donc en fait c'est à nous, hein. Et donc qui ont amené aussi une certaine technicité apparemment, ce serait les Latino-Américains qui auraient amené un peu plus les phases, etc., justement dans cet esprit de défi et de surpasser le vocabulaire de l'autre et de le faire sien. Et le hip-hop est vraiment, la philosophie du hip-hop, c'est vraiment, par exemple, le Rakim dit it ain't where you're from, it's where you're at. C'est pas, l'important c'est pas de là d'où tu viens, c'est là où t'es. Et vraiment de montrer ton statut et de trouver ta place dans le milieu par la manière dont tu vas t'approprier l'héritage et comment tu vas amener ta propre touche et comment aussi tu vas amener, et redonner à la communauté. C'est pas juste le faire pour toi, mais en fait, quel est ton rôle au sein de cette culture? Et quand on parle de culture, on peut pas parler d'un artiste individuel. On parle de toute une émulation sociale. Donc le hip-hop, c'est vraiment l'acceptation de la différence, à la fois ethnique, à la fois physique. Et donc, par exemple, si t'es petit et rapide, tu vas, voilà, tout le monde va dire ouais, il s'appelle Speedy machin ou Swift truc. Si t'es, bon, évidemment en anglais, hein. Et puis voilà, toute différence ou tout handicap va être justement valorisé parce que tu vas montrer que la différence est une force, qu'il n'y a pas en fait de normes, etc. C'est vraiment une culture qui s'approprie les marqueurs culturels, qui s'approprie les normes et qui essaie de les transgresser sans arrêt. Donc la différence est au contraire source de force. Et donc en France, c'est aussi ça qui a été vraiment perçu, hein, puisqu'on est dans des banlieues, dans des populations qui sont beaucoup plus cosmopolites, avec beaucoup plus de mélange, etc. Et c'est comme ça que ça a toujours été vécu, enfin moi en tout cas dans les groupes dans lesquels j'étais, il y a toujours, c'est ça qui était intéressant, il y a toujours eu énormément de personnes différentes, d'origines, de religions, de points de vue différents, et la question c'était pas de savoir qui avait le droit de faire ci ou quoi, mais c'était juste comment tu danses et voilà, des questions artistiques en fait, et qui permettaient justement ce lien grâce à l'artistique, qui dépasse nos divisions qu'on voudrait essentielles. Donc c'est vrai que le hip-hop a cette image-là aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que les médias, que les politiques le valorisent en tant que fer de lance de la diversité et tout ça. Mais le problème de la diversité, c'est pas que dans le hip-hop, c'est la diversité de phénotypes, de couleurs de peau, de grosseur, de carrure, ou enfin j'en sais rien. Ça c'est une chose, mais la diversité sociale, on n'en parle jamais. Et ça, je pense que c'est quand même un amalgame qu'on fait, parce que quand on dit, il faudrait, après voilà, peut-être que c'est mon avis, hein, mais quand on dit, par exemple, voilà, et ça serait bien qu'il y ait plus de personnes de telle origine à des postes importants, pour des questions de représentativité, ok,
Mais l'idée de vouloir mettre des gens de cette origine à des postes importants, c'est en se disant que, enfin pour moi en tout cas, hein, peut-être que c'est pas ça, mais moi je me dis, c'est pour que ces personnes fassent bénéficier les personnes qu'elles sont censées représenter, donc des personnes de leur communauté ou auxquelles, enfin en tout cas qui sont censées s'identifier à elles. Et le problème, c'est que bien souvent, on est vraiment dans des personnes de classe sociale aisée qui, en fait, ne sont pas dans des logiques comment dire, de partager les bénéfices de leur place au-delà de eux-mêmes. Et donc, du coup, on a une espèce de truc qui donne où les politiques font semblant de s'occuper de la cause des minorités, des personnes de classe sociale populaire, en mettant des gens qui sont censés représenter ces classes-là, et sauf qu'en fait, c'est juste des relations publiques, et que réellement, pour les minorités et pour les personnes des classes sociales qui sont censées être représentées, il se passe pas grand-chose. Mais par contre, dans les médias, on peut faire semblant. Et ça, moi, c'est ça qui me pose problème. Je trouve que c'est une imposture. Et que les vraies questions ne sont pas soulevées. Voilà. Est-ce que, puisqu'il reste 13 minutes avant la fin de cette conférence, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle sur ce qui vient d'être évoqué, ou des choses que vous souhaiteriez voir plus approfondies? Merci Anne pour cette conférence hyper précise et pointue comme d'habitude. Moi, je voulais juste relever quelque chose qu'on a peut-être déjà discuté ensemble sur la question des dents justement dans les quartiers. Et c'est vrai que là où c'est délicat en fait, je pense, à mon avis, c'est que les jeunes maintenant pensent surtout à la réussite et vont plus aller vers du rap ou des choses où ils peuvent entre guillemets gagner de l'argent parce que c'est ce que véhicule le rap. Et la danse, on s'aperçoit bien qu'au niveau économique, c'est quelque chose qui est assez difficile. Ouais. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi des questions, peut-être que ça a changé sur les questions de population, avec certaines restrictions liées aux religions, tout ça qui fait qu'il y a des difficultés aussi dans les quartiers. En tout cas, il y avait un moment. Et puis, j'ai l'impression que c'est encore une question de marché, d'économie, Oui. puisque du coup, dans la danse, en fait, on s'aperçoit bien que rares sont ceux qui vont peut-être, en fait, au final, gagner beaucoup d'argent. Et puis, j'ai l'impression que c'est aussi un facteur qui bloque ça. Pas ton avis là-dessus? Ouais, super, très bonne question. Et c'est vrai que le titre de la conférence, là, ça correspond pas du tout à ce que j'ai dit. Mais c'est bien que tu recentres aussi sur ça, parce que au final, ce que je voudrais aussi faire comprendre, c'est que moi, je suis pas en train de blâmer les acteurs du hip-hop, les danseurs, de ne pas avoir été travailler dans les quartiers, etc. Parce qu'en fait, ils sont aussi dans des incentives, justement, de l'économie de marché, dans lesquels on est tous, et comme tu dis, les jeunes des quartiers, et tous les jeunes de manière générale, ce quartier ou pas, en fait, faut survivre, et on est dans une société où il faut la réussite effectivement passe par l'argent, par la reconnaissance, par les réseaux sociaux, ton image, etc. Et on va forcément être attiré par des choses où c'est possible. Et d'ailleurs, le fait que les JO, on a des personnes qui sont athlètes de haut niveau, on a des égéries de marque dans le hip-hop, on a des personnes qui disent ouais, moi je suis le danseur de la pub LVMH, machin. Du coup, ça donne l'impression que c'est ça que le statut de danseur professionnel est atteint quand on a aussi ces espèces d'étapes qui sont franchies de validation, soit par l'institution, soit par le privé. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment c'est pour ça que je parlais d'économie du loisir et de la professionnalisation. Il y a vraiment cette vision de voilà, de toute façon, pour être professionnel, c'est ce genre de choses. Et effectivement, le rap offre probablement plus de parts de marché, parce que l'objet est plus facile à vendre, etc. Et bon, après, je vais pas m'étendre, mais le rap, c'est normalement, à la base, c'est pas que l'apologie de la société de consommation, de la pornographie, etc., comme c'est beaucoup aujourd'hui, mais il y a aussi toute un courant de rap conscient et même de gangsta rap qui est censé aussi raconter d'autres choses sur la société et éveiller les consciences. Mais en France, il y en a. Il est à la marge, il n'est pas forcément connu. Moi, quand je parle à des jeunes, ils ne connaissent même pas Kerry James, par exemple. Mais c'est vrai que voilà, ça va aussi dans tout ce marché. Et donc,
Le rappeur, c'est aussi une personne qui finalement est un produit en lui-même et qui va être placé par les majors, etc. Donc, quand on pense je veux réussir, c'est sûr que on peut facilement s'identifier à aussi le produit rappeur qu'on voit que ça peut fonctionner et qu'il y a beaucoup plus de marché que dans la danse, effectivement. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment distinguer la fonction sociale de la danse, c'est-à-dire je danse parce que ça me fait plaisir et ça me rapproche des personnes de mon quartier, on danse ensemble, parfois c'est à l'église, hein, pour certaines personnes dans d'autres pays par exemple, on danse ensemble le dimanche après le repas de famille ou en soirée, etc., quand il y a des soirées. Je suis danseur professionnel et les gens qui me regardent ils sont assis et en fait souvent aussi il y a ce truc de dire quand j'interroge des personnes oui alors qui danse oh moi je danse un peu mais bon je suis pas vraiment danseur, je suis pas vraiment danseuse, mais en fait ces personnes-là en fait ça se trouve elles dansent très très bien mais simplement comme elles ont pas un diplôme ou elles ont pas fait de battle ou elles se disent pas expertes, donc elles pensent que la danse maintenant c'est un truc d'expert. Donc il y a vraiment une objectivisation finalement de l'artiste, du danseur ou du rappeur qui est vraiment liée à sa réussite et à tous les marqueurs qui vont avec la réussite. Alors que le danseur normalement en fait tout le monde dansait ancestralement et donc je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions et tu parles encore une fois, tu parles de, oui, pourquoi pas beaucoup de gens dansent? Parce qu'ils se disent, pour gagner de l'argent, la danse, c'est clair que c'est pas forcément le bon plan. Mais sauf que la danse, en fait, elle pourrait être utilisée pour d'autres choses que ce type de marché, des loisirs, de l'entertainment, du sport, du théâtre, etc. La danse, elle est nécessaire dans la société et moi, je milite pour qu'elle soit plus présente dans les écoles, dans les maternelles, dans les primaires, dans des manifestations publiques, dans des choses assez territoriales, etc. Et là, il y a un marché à créer, à ouvrir, que des personnes qui ne seront pas forcément les gagnants des JO ne vont pas se sentir concernés par ça, mais en tout cas, la danse, justement, par rapport, je sais qu'il y a des interdictions de religion par rapport à la danse, mais quand même, la danse, ça permet de dépasser beaucoup de barrières, notamment liées à la langue, liées aux divergences d'opinion, etc. Puisque c'est quelque chose qui est basé sur l'empathie, qui est basé sur les neurones miroirs, et en fait, ça permet d'allier beaucoup plus de personnes que, je pense, d'autres formes artistiques qui nécessitent plus d'intellectualisation. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je vais peut-être faire un trop gros pas de côté, mais c'était super intéressant. Enfin, je suis hyper intriguée. Enfin, je veux sortir de mon algorithme, surtout ton point de vue sur. En fait, tu parlais de moins de créativité dans la danse en France. Enfin, tu disais que le hip-hop se renouvelle pas trop en France. Enfin, ça, j'ai peut-être mal compris. Ok. Bon, je vais au bout de ma pensée. En fait, dans mon petit algorithme, en ce moment, c'est vrai que j'entends moins parler de hip-hop, mais d'autres danses de club, mais en club beaucoup en afro-américaine, le walking, le voguing et la house. Et autour de moi, je vois de la house goka, donc le style. Goka, c'est un style des Antilles de Guadeloupe, très traditionnel, qui se mixe maintenant avec la house. Les Cap-Verts ont aussi la house beaucoup. Je trouve que la diaspora, elle vit vachement en ce moment autour de la house, mais est-ce que c'est mon micro-algorithme? J'ai l'impression qu'il y a aussi chez la jeunesse vraiment toutes ces questions identitaires, que le voguing, tous les kiki balls évoluent, proposent de nouvelles choses, que dans le walking, etc., il a vachement été pris par les femmes aujourd'hui et vivre complètement différemment. Et pour l'afro-dance, j'ai l'impression aussi que c'est une pratique post-internet, TikTok, etc., et que c'est un autre segment, mais j'aimerais bien avoir un peu ton ressenti un peu sur quelles sont aujourd'hui les pratiques chez les jeunes, et là où il y a justement une innovation et une créolisation qui se perpète. Enfin, le hip-hop vient là et comment ça se perpétue et quelles sont les nouvelles danses, quoi. Oui, très bonne question. Alors,
quand je dis qu'il n'y a pas de créativité dans l'hip-hop, c'est ce que je veux pas dire que les gens qui font du hip-hop sont pas créatifs. Ce que je veux dire, c'est que aux États-Unis, il y a plein de nouveaux courants, de nouvelles danses, de nouvelles musiques qui ont émergé et qui continuent à émerger sans arrêt. Je parlais du live fit, du flexing, on peut parler du Chicago Footwork, on peut parler du crump, on peut parler de plein de danses dont je connais pas les noms encore. Mais en France, on peut pas dire qu'il y a des courants qui ont émergé vraiment de la France, à moins que ce soit par les diasporas, tu l'as dit toi-même, et par la créolisation, c'est-à-dire que c'est toujours le même système, c'est-à-dire que, par exemple, dans un territoire urbain, toujours, on a des gens qui vont faire du Gros-Cas et qui rencontrent la house, et ça va donner la naissance à la house Gros-Cas, par exemple. Donc voilà, c'est une créolisation, clairement. Et donc c'est sur le territoire français, mais c'est par le biais de rencontres de culture, quoi. Et donc, oui, il y a toutes ces créativités-là. Et justement, la France peut donner naissance à pas mal de choses intéressantes grâce à ces diasporas et à ces rencontres qui se font dans les grandes métropoles. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Je vois que tu as une question. Vas-y. L'électro? L'électro, par contre, ouais. Alors, moi, je connais pas trop l'histoire de l'électro, mais c'est vrai que c'est vraiment, apparemment, une danse 100% française de club et tout, avec sa musique et qui se dit vraiment, qui veut se dissocier du reste, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, l'électro, ça, je sais pas si ça a vraiment, ouais, je sais pas. Si. Même, je sais qu'il y en a en Russie, Ouais. apparemment. Ah oui, oui, en France. il y a une formation qui s'appelle La Planque qui est à Paris. Ouais. Cette formation, on disait, il y a une formation qui s'appelle La Planque qui a été créée par Miel et H-Flow qui est à Paris. Ils forment une nouvelle génération de danseurs électro qui sont en train de tout rafler et de répandre la chose. Cette formation, elle a mené à la création d'une autre formation qui s'appelle, je crois que c'est Capsule, qui est créée par Milliard, un danseur du groupe la RK. Bref, et en gros là, il y a un microcosme qui grossit à Paris et ça crée de la compétition, donc le niveau il augmente et il y a des danseurs qui viennent du Mexique, de Colombie, de Russie, de plein de pays du monde là qui commencent à de plus en plus répandre les choses. Notamment des japonaises qui ont vécu à Paris, qui ont appris l'électro avec Miel et H-Flow et qui maintenant sont retournées au Japon. Pareil, ça grossit. Et tout ça, ça vient du milieu des raves, des clubs. Et j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que c'est quand même un héritage plutôt anglophone. Les soirées françaises d'électro, c'était plutôt à Londres, en Angleterre, etc. Et ça s'est exporté en France. Et par contre, la danse électro, elle est née en France. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple parce que ça grossit. Et là, le Frequency, événement organisé par H-Flow, c'est le plus gros événement d'électro du monde. C'est à la Gaîté Lyrique. Donc c'est quand même pas n'importe quoi comme bâtiment, la Gaîté Lyrique. Et tous les ans, il y a de plus en plus de monde. C'est booké de plus en plus vite. Et je pense qu'il commence à se passer un truc à Paris, en tout cas. Enfin, il se passait déjà un truc, mais là, ça commence à grossir. Et donc, il y a aussi des danseurs à Bordeaux, un peu à Marseille, un peu à Lyon. Et ça va pas aussi vite que d'autres courants, mais en tout cas, ça grossit. Ce qui est intéressant. Ça existe depuis 2004 environ. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est l'héritage des clubs. Et donc, moi, quand je parlais de danse sociale urbaine, c'est les clubs aussi. Hein. Je l'ai peut-être pas assez dit pour le hip-hop, mais et d'ailleurs tout ce qui est house, voguing, house et walking, c'est des choses qui ont vraiment fait qui ont créé une émulation à travers le monde du clubbing. Et qui étaient moins dans l'identification à des gangs, etc., que le break, par exemple. Donc c'est pas forcément les mêmes histoires, les mêmes socialités, mais en tout cas, effectivement, en fait, le club est un environnement social qui justement peut donner naissance à des émulations, à des créolisations, à des rassemblements des personnes intéressées qui se croisent et qui vont après aller disperser la culture ailleurs. Et voilà, encore une fois, le social passe par le club aussi, effectivement. Ouais. Voilà. On va prendre une dernière question pour clôturer cette...
Ah, il y en a une directement en live. Alors, la question du live, c'est de Sam. Et c'est, quelle que soit la danse, n'est-elle pas le moyen de rassembler les gens, quelle que soit leur histoire? Exactement. Franchement, moi je le dis souvent, pour moi la danse c'est un bien absolu. Et même si en fait, ce serait vraiment dommage de se dire qu'on n'a pas le droit de danser parce qu'on danse mal. Et donc, plus les gens dansent, plus ils font la paix avec leur propre corps, avec leur image, leur rapport à l'autre, et ça peut être que bon. Et il y a un truc que je voudrais dire quand même sur l'image de la danse en France, notamment, c'est que souvent, et c'est pas que la France, c'est tous les pays très centralisés, très industrialisés, on pense qu'on peut danser que si on est bourré, ou si on exagère la danse, et genre si toutes tes copines, elles font les petites fofolles, elles sont assez ridicules pour que moi, je sois ridicule avec elles, quoi. Et donc ça c'est un problème parce que en fait c'est pas vraiment danser, ça c'est se dire ok, j'approche le truc, mais danser c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du lâcher prise, de la prise de conscience de son corps et l'assumer en fait, et justement c'est pour ça qu'il y a un problème aussi avec cette notion d'athlète de haut niveau par rapport à des danseurs, c'est qu'il n'y a pas de corps parfait et de danse parfaite. En fait la danse il n'y a pas de perfection, la danse c'est un moyen d'expression, et imaginez si on interdisait à toutes les personnes qui chantent faux de chanter, ce serait dramatique, mais pareil ce serait dommage que toutes les personnes qui se disent je danse mal s'interdisent de danser. Donc c'est pour ça que je dis que il y a vraiment des choses à faire avec la danse. Et les danseurs, s'ils se disent je sais pas quoi faire avec la danse, j'ai pas réussi à être interprète, j'ai pas réussi à faire des battles, machin. En fait, il y a plein de trucs, de l'art thérapie, travailler dans les écoles, travailler avec des personnes en situation de handicap ou des maisons de retraite, je sais pas. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de marchés à ouvrir, parce que la danse, ça fait vraiment du bien et c'est vraiment un truc qu'on a perdu dans la société qui est nécessaire. Voilà. Donc, sur ces belles paroles. Nous allons passer à la table ronde. On fait peut-être juste 3 minutes de pause et j'ai demandé aux invités de venir nous rejoindre. Merci beaucoup, Hélène.